Aujourd'hui, nous allons travailler les paramètres de dispersion. Alors, nous avons vu précédemment quels étaient les paramètres de positionnement. Donc, les paramètres de positionnement, on le rappelle, permettent de comprendre une série statistique au travers des gros chiffres, le mode, la médiane et la moyenne. Donc, à quoi sert la dispersion? Et justement, on verra que c'est une étude plus approfondie d'une série stat. Alors, généralement, les critères de dispersion sont là pour mesurer, comme le nom l'indique, tout ce qui fluctue autour d'une valeur position. Voilà. Donc, quand on travaille une moyenne, généralement, on va mesurer tous les écarts qui se passent autour de cette moyenne. On peut mesurer aussi l'étendue de notre série statistique, de quelle valeur à quelle valeur on travaille. Voilà, ce sont des critères de dispersion. Donc voilà, le premier, je l'ai cité, c'est exactement l'étendue. L'étendue permet de comprendre où est-ce qu'une série commence et où est-ce qu'elle se termine. Voilà. Donc dans l'exemple précédent qu'on avait travaillé sur la taille des élèves d'une classe, je reprends l'exemple, on avait remarqué qu'il y avait deux tailles, plusieurs tailles, plusieurs critères de taille en tout cas, mais vous voyez, la plus petite était 155 et la plus grande 190. Et donc ici on peut établir ce qu'on appelle une étendue. Et l'étendue, c'est exactement la différence qui existe entre le plus grand des élèves et le plus petit. Donc on fera une différence, et on verra que l'écart entre les deux, c'est 35 cm. D'accord? Donc ce qui veut dire que nos 30 élèves, dans cette classe, d'accord, a une amplitude en tout cas de taille de 35 cm entre celui le plus petit et le plus grand. Donc vous voyez, ça c'est un critère de dispersion. On mesure 30 élèves sur 35 cm d'écart, en tout cas en termes de taille. Voilà, donc ça, l'étendue, on le retrouve dans toutes les séries statistiques. Maintenant, on va travailler justement un critère de dispersion qui est très très intéressant, qu'on appellera la variance ou l'écart type. On verra que les deux sont étroitement liés. Alors, qu'est-ce que la variance? La variance, elle va se baser sur la moyenne et sur tous les critères de notre série statistique. Elle va calculer la somme des écarts, d'accord, au carré. Donc généralement, cette dispersion-là, elle sert d'appui et non pas de contrôle, puisque c'est plus difficile d'interpréter le résultat. Et nous, on va plutôt travailler sur ce qu'on appellera l'écart type. Et l'écart type, ça sera la racine carrée de cette fameuse valeur que nous avons trouvée au préalable avant. Pourquoi elle est plus intéressante? Déjà d'une, parce qu'elle est exprimée dans la même unité que ce qu'on est en train d'étudier. D'accord, donc c'est plus facile de dire, voilà, si je travaille avec une taille en centimètres, d'avoir une variance en centimètres. D'accord, pour situer les idées. La grosse difficulté de cette variance, c'est automatiquement, cette variance de cette dispersion, c'est d'utiliser une formule. D'accord, donc on va utiliser la formule de la variance et prendre la racine carrée du résultat. Et la formule, vous la voyez, elle n'est pas jolie. On revient sur une somme, sur un effectif, sur une moyenne, on prend les carrés. Donc si on établit mal la formule, on risque de se tromper. On verra que la calculatrice va être très 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 intéressant pour le calcul de cet écart type. Alors maintenant, pour illustrer un peu à quoi sert l'écart type, et comment on peut le mettre en évidence, on va prendre un exemple concret que nous allons aborder tout de suite. Il s'agira de la moyenne obtenue par deux classes de bac pro sur le même contrôle de mathématiques. Donc, voici l'exemple. Donc on considère deux classes de 7 élèves chacun. Comme ça permet de ne pas trop avoir de calcul à faire. Donc ici, chaque classe possède 7 élèves les notes sont répertoriées ici. Donc forcément, déjà en analysant, vous remarquez une chose, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est des notes très proches. 1, 3, 5, 15, 16, 18 et 19 sont quand même plus éparpillées. On parle de dispersion, donc on verra que la classe numéro 2 pose problème. Comment vérifier ceci? Première chose qu'on a à faire, on va calculer la moyenne. Et on verra que la moyenne n'est pas suffisante pour dire que la classe 1 est plus homogène que la classe 2. Alors, on y va. Calculer une moyenne avec ces notes-là. Je prends la première note et je les additionne toutes entre elles. Donc on a exactement plus 13. Voilà. Et enfin la dernière, plus 15. Si on fait la division par 7, on obtient exactement 77 par 7, qui me fait 11 de moyenne. La première classe a 11 de moyenne, dans ce contrôle de mathématiques. La deuxième classe, 1, plus 3, plus 5, plus 15,
plus 16, plus 18 et 19, diviser le tout par 7, nous obtenons pareil 77 sur 7 qui me fait 11 de moyenne. Alors la grosse problématique ici, c'est si maintenant je devais dire laquelle est la plus forte des deux classes, en tout cas laquelle est la plus homogène, on peut pas le dire. Pourquoi? Parce que les deux classes ont la même moyenne. Donc notre critère de positionnement n'est pas suffisant pour pouvoir discerner les deux classes. Donc là, on va devoir faire intervenir ce critère de dispersion qui est la variance et l'écart type. Alors on va prendre un graphique au départ. On a bien remarqué que la classe numéro 2 était plus éparpillée. À nous de l'analyser en forme de graphique. Alors je vais prendre ça. Donc là, je vais reprendre chacune des notes obtenues par chacun des élèves et les positionner dans mon graphique. Donc là, ça sera pour la classe numéro 1. La classe 1, voilà, et là, c'est la classe 2. Donc la classe numéro 1, j'ai la note de 7, le premier élève il a 7, le deuxième élève il a 9, le troisième élève il a 10, le quatrième élève a 11, le cinquième élève a 12, le sixième élève a 13, et enfin le dernier a 15. Ok. On va remarquer une chose, on a des valeurs éparpillées autour de cette fameuse moyenne de 11. Regardons la deuxième classe. Le premier élève, il a 1. Le deuxième élève, il a 3. Le troisième élève, il a 5. Le quatrième élève, il a 15. Hop, ça me ramène ici. Le cinquième élève, il a 16. Voilà. Le sixième élève, il a 18. Et le septième élève, il a 19. Vous remarquez déjà d'une, graphiquement, on remarque une chose. Voilà, hein, c'est flagrant. C'est que la deuxième classe, il y a plus de notes éparpillées, très éloignées de la moyenne par rapport à la première. Alors justement, pour le vérifier, je prends ma moyenne de 11 pour chacune des classes. Je vais positionner mon 11 ici, donc je fais un trait, tout simplement. Hein. Voilà, donc ça c'est la moyenne de 11. Et je fais la même chose de l'autre côté pour l'autre classe qui avait aussi cette moyenne de 11. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mesurer les écarts. C'est-à-dire que pour moi, en maths, on va utiliser l'écart qui existe entre chacune des notes, voilà, comme ceci, hein, et essayer comme si on devait les additionner. C'est une distance qui sépare chaque note de chaque élève en fonction de cette moyenne. Donc on remarque une chose, c'est déjà d'une ici, hein, si on fait la somme de tous les bâtons pour la classe numéro 1, bah, l'écart est moindre, hein, que si je le fais pour la classe numéro 2. Ok. Encore une fois, je vous dis, c'est un exemple très simple. Si maintenant on parle d'achat, si on parle même de pollution, enfin les statistiques on peut les retrouver dans n'importe quel domaine, c'est plus difficile à discerner ce genre de choses. Ici j'ai pris un exemple très simple qu'on peut vraiment matérialiser. Donc pour moi l'idée c'est, vous voyez, hein, si je faisais la somme de tous ces bâtons, ok, j'obtiens une valeur, une distance. D'accord? C'est la dispersion que j'ai autour de cette moyenne. Voilà. Vous remarquez une chose, c'est qu'il y a des valeurs qui sont positionnées en dessous de la moyenne, des valeurs qui sont positionnées au-dessus. Donc des valeurs négatives et des valeurs positives. Pour essayer de contrer la chose, on va prendre ce qu'on appelle les carrés. Le carré annule la valeur négative, hein. Ok, hein, mais sauf, encore une fois, le problème, c'est qu'on ne travaillera plus dans la même unité que celle demandée par l'énoncé. Donc automatiquement, on devra prendre la racine carrée du résultat pour réobtenir notre fameuse unité. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que graphiquement, nous voyons déjà que chaque élève de la classe numéro 1 est très proche de cette moyenne de 11. En revanche, pour la deuxième classe, c'est assez éloigné. Exemple très simple. Alors maintenant, on va essayer d'utiliser la formule vue dans l'énoncé, donc à savoir la somme des ni xi moins x bar au carré, le tout divisé par grand N. Voilà. Hein. Et on va le mettre en évidence à partir d'un tableau. Le tableau que nous allons voir tout de suite. Donc ici, nous sommes toujours dans notre situation des deux classes. Hein. Donc ici, pour parler de la classe numéro 1 et de la classe numéro 2, j'ai fait deux tableaux. Donc la classe numéro 1, on la retrouvera ici, et la classe numéro 2, ici. Donc tout à l'heure, on a vu, hein, par le graphique, on arrive à comprendre les disparités qui existent autour de la moyenne. Maintenant, on va arriver sur cette fameuse formule qui est les ni xi moins x bar au carré, et faire la somme de tout ça pour diviser par l'effectif total. Alors, rappelez-vous, les notes, je les ai remises là, donc c'est bien le caractère étudié, et j'ai un effectif de
un élève qui a obtenu la note. Ce n'est pas toujours le cas quand on fait un contrôle, hein. Il peut y avoir plusieurs élèves qui ont eu 7, plusieurs qui ont eu 9, etc. etc. Puis une classe de 7, c'est pas une grosse classe, hein. Donc on a plutôt des effectifs qui tournent aux alentours de des fois 12, voire même 30, hein, pour certaines classes, hein. Donc ici, les effectifs fluctuent énormément. Là, j'ai pris un exemple simple pour essayer d'expliquer la formule. Si vous regardez la formule, vous voyez ici GNI, GXI et GX bar. Alors je le rappelle, hein, X bar représente la moyenne. Et pour les deux classes, la moyenne était de 11. Donc je me mets là, donc une moyenne de 11. Donc si on fait le calcul, NI pour le premier c'est 1. Je multiplie par XI qui est 7, ok, hein, moins la moyenne de 11, le tout au carré. Si on fait le calcul, donc ça me fera du 7 moins 11 qui me fera exactement 4. Donc moins 4. 4 au carré, 16. Moins 4 au carré, 16 aussi. Donc là, ça me fera 16 comme valeur pour cette case-là. On va faire pour chacune des cases, on va obtenir un résultat et on fera la somme de ces valeurs. Après avoir calculé toutes les valeurs, nous obtenons des chiffres correspondants. Alors pour le premier, on avait dit que c'était 16. Pour le deuxième, même calcul, hein, l'effectif que multiplie entre parenthèses la note de l'élève moins la moyenne qu'on avait établie au carré. 9 moins 11, ce qui me fera forcément 2, 2 au carré, 4. Moins 2 au carré, hein. Donc ça fera quand même 4. Donc vous voyez, à chaque fois on fait les mêmes calculs et on obtient ces valeurs-là. 16, 4, 1, 0, 1, 4 et 16. Si on fait la somme de toutes ces valeurs-là, donc ça fera exactement 21 plus 21, ce qui fera du 42. Donc on obtient la somme des zéni xi moins x bar au carré, ça fait 42. Là on arrive sur la première formule, donc, qui sera, donc c'est la somme des zéni xi moins x bar au carré, le tout divisé par grand N, donc à savoir 42 divisé par 7, qui me fait 6. Voilà, donc on a calculé la variance. On a une variance de 6. Maintenant, voyons ce qui se passe pour l'autre classe. Même type de calcul, avec des notes totalement différentes. L'effectif, j'ai un élève, je le multiplie par la note de l'élève qui est 1, moins la moyenne de la classe qui est 11. Je mets au carré. Cette fois-ci, si on fait 1 moins 11, ça me fera du moins 10 au carré 100, 100 fois 1, ça me fera 100. Je vous renvoie la calculatrice qui fait les calculs, elle, très rapidement. On va procéder sur chacune des catégories à calculer toutes les valeurs et on fera la somme, on verra ce qui se passe. Après avoir calculé chacune des cases, la valeur de chacune des cases, hein, nous obtenons ces chiffres précisément, donc 164, 36, 16, 25, 49 et 64. Nous remarquons quand même qu'il y a quand même des gros écarts avec les valeurs de la classe numéro 1. Calcul toujours identique, hein, d'accord. 3 moins, donc on fait 1 pour l'effectif, hein, puis multiplie entre parenthèses la note de l'élève, moins la moyenne de la classe, qu'on élève au carré. 3 moins 11, ça me fera forcément du moins 8, moins 8 au carré, 64, fois 1, 64. Donc nous obtenons ces valeurs-là. 100, 64, 36, 16, 25, 49 et 64. Si maintenant nous faisons la somme de toutes ces valeurs, nous obtenons du 354 en somme. Si je le remets dans la formule, donc on a bien la somme des zéni xi moins x bar au carré, le tout divisé par grand N, hein, ça c'est la formule de la variance, donc 354 divisé par 7, et si on fait le calcul, nous obtenons du à peu près 50,6 si on arrondit au dixième. Voilà. Donc nous obtenons quand même, regardez bien, hein, ce fameux premier critère de dispersion, une dispersion de 6 pour la première classe, une dispersion de 50,6. Je le rappelle, c'est la somme des carrés, d'accord, de l'écart des carrés autour de la moyenne. On a bien mesuré un écart autour de la moyenne et on a pris les carrés. Et on est multiplié par l'effectif de chacune des notes. Ici, il y a un élève qui a obtenu la note considérée. Voilà, donc ça nous permet de voir qu'il y a déjà plus de disparité pour la première classe que la deuxième. Il n'y a pas de, on va dire, il y a d'unité pour ces valeurs-là, hein. Maintenant, si on veut aller plus loin, on va mesurer la variance. Alors la variance, hein, donc ici, qu'on appellera sigma, c'est la note qu'on lui met, hein,
la lettre, hein. Ici, on va prendre ce 6 et on va faire la racine carrée de 6 pour obtenir une valeur. Si nous faisons racine carrée de 6, nous obtenons à peu près du 2,45 si on arrondit à deux chiffres après la virgule. D'accord, hein. Si nous regardons pour la deuxième classe et que nous prenons la racine de 50,6, nous obtenons la valeur de 7,11. 7,11. Vous voyez cet écart-là. Donc pour moi, hein, ça veut dire que en grande majorité, on a à peu près, pour la première classe, hein, et ça sera une valeur qu'on verra plus tard, 68% de la classe qui est répartie sur 11 moins cet écart type, d'accord, hein, et 11 plus cet écart type de 45 en termes de valeur. Donc c'est-à-dire que pour nous, si on sensibilise un peu les valeurs, hein, j'ai un écart grosso modo entre les deux valeurs de 4,90. D'accord, ça c'est le gros écart qui existe entre cette valeur-là et cette valeur-là. Pour la deuxième classe, c'est toujours 68%, nous y reviendrons plus tard, hein, de la classe numéro 2, qui cette fois-ci est répartie entre 11 moins 7,11 et 11 plus 7,11. C'est la moyenne moins l'écart type, la moyenne plus l'écart type. Et si nous regardons l'écart entre les deux valeurs, hein, j'ai exactement 14,22. 14,22 contre 4,90. D'accord, là j'ai une étendue de 4,90. Voilà, 4,90 en termes de valeur, en tout cas en termes de notes, hein. Et ici, j'ai une étendue entre la valeur haute et la valeur basse de 14,22. Donc on voit l'écart est beaucoup plus important dans la deuxième classe que dans la première. Donc vous voyez, hein, la moyenne n'était pas suffisante. Les deux classes avaient 11 de moyenne. On pouvait dire qu'elles étaient identiques. Mais on se rend compte qu'en mesurant cet écart type, que nous avons quand même une disparité énorme pour la première et la deuxième des classes. Plus l'écart est petit, plus la situation est fiable. Plus l'écart est gros, plus il y a de soucis. Alors, pour une machine en maintenance, on pourrait faire un réglage d'une machine. Pour une étude financière, on pourrait éventuellement ressensibiliser sur un prix d'achat. Enfin bref, il y a plein d'études qui montreront qu'il y a, oui ou non, problématique sur une valeur. D'accord, hein. Et il y a l'écart type qui permet de le faire. La moyenne n'est pas suffisamment fiable pour justement discerner deux cas qui seraient concrètement identiques. Voilà. Donc voilà à quoi sert l'étendue, voilà à quoi sert la variance et l'écart type dans la mesure d'une disparité. Nous y reviendrons dans les exercices.